Le théâtre du Gymnase est un des plus anciens théâtres de Paris et il a cette émotion particulière des lieux qui sont à la fois des lieux de création toujours très actifs aujourd'hui et en même temps des lieux de mémoire. Et c'est peut-être pas un mauvais endroit pour parler à la fois de transmission et de la jeune génération à laquelle vous vous adressez dans votre magnifique métier. La salle date de 1820 et elle est située donc sur les grands boulevards. À l'époque, Paris était la capitale mondiale du théâtre. Et le théâtre du Gymnase a eu la chance de ne pas être détruit pendant la Commune de Paris, par exemple, ou pendant les travaux d'Haussmann. Dans cette salle même qu'ont eu lieu la création de pièces qui étaient pas mal des vaudevilles à l'époque. Il y a eu au départ le théâtre de Scribe, qui portait bien son nom puisqu'il écrivait jusqu'à 12 pièces par an. Il y a eu la création des principales pièces de La Biche, notamment un chapeau de paille d'Italie a été créé ici. Et puis un répertoire assez varié, puisque c'est aussi ici que le balcon de Jean Genet a été créé en 1960, dans une mise en scène de Peter Brook. Et c'est l'époque où Marie Belle a pris la direction du théâtre. Elle en a été vraiment une directrice emblématique, qui d'ailleurs le théâtre porte son nom, et elle a choisi pour l'assister comme administrateur Jacques Bertin, et elle a souhaité que ce soit lui ensuite qui prenne sa succession, et Jacques Bertin est l'actuel directeur du théâtre du Gymnase. Ici, on est dans un cadre assez romantique. À côté, il y a le théâtre de la Renaissance, le théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est là qu'ont été créés Ruy Blas, c'est là que Victor Hugo a rencontré Juliette Drouet, etc. Et c'était là aussi que commençait le boulevard du crime, qu'on appelait comme ça, pas parce que c'était un lieu particulièrement dangereux, mais parce qu'il y avait du théâtre grand guignol et que c'était des crimes sur la scène qui étaient particulièrement nombreux. Tout à l'heure, pour le cocktail, vous allez monter au 2e étage, dans le magnifique foyer du théâtre que vous avez pu voir en arrivant. Et là, on passe plutôt dans le Paris de la deuxième moitié du XIXe siècle. On est plutôt dans un Paris naturaliste. La terrasse et la verrière sont des extensions qui ont été faites à ce moment-là. Et vous verrez, quand on a un verre à la main et qu'on regarde le boulevard, on a vraiment l'impression d'être avec Maupassant, avec Bellamy, ou alors avec Nana chez Zola. Il y a cette atmosphère magnifique qui persiste. Et si vous voulez continuer la visite, et si vous avez la curiosité de descendre à la cave, il y a des magnifiques caves voûtées, et là, vous allez nous trouver. C'est le spectacle qu'on vous propose de voir après le cocktail. Je sais qu'il reste quelques places, je sais que vous êtes inscrits par avance, mais il reste quelques places, donc n'hésitez pas si vous avez la disponibilité. Et c'est un spectacle qu'on a créé au Festival d'Avignon il y a 2 ans, qu'on a repris là-bas cet été et qu'on joue ici depuis septembre. On est prolongé et on a une date supplémentaire, donc ça se passe bien. En 2 mots, il est aussi un peu question d'éducation. C'est l'histoire d'une flûtiste virtuose qui joue dans un orchestre. Ça se passe bien, sauf qu'en fait, ça ne se passe pas si bien que ça, parce qu'elle a un trac épouvantable. Et ça ne va pas s'arrangeant, à tel point que quand le spectacle commence, elle quitte une répétition d'orchestre, elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et elle va découvrir que son manque de confiance en elle est lié à un traumatisme scolaire et qu'elle est gravement mathématopathe, qu'elle est atteinte de mathématopathie aiguë et qu'elle pensait s'en affranchir en quittant l'école, en passant à une autre forme d'expression et qu'en réalité, elle ne va pas s'en défaire aussi facilement. Je ne vous dis rien de la pièce, juste un élément, c'est elle était, je pense, vraiment pas douée
Et un jour, elle a une prof de maths qui s'est un petit peu lâchée sur un de ses bulletins, qui a fait une chose qu'aucun de vous n'a jamais fait et ne ferait jamais. Elle lui a écrit « Justifie à elle seule l'invention du zéro ». Et voilà, donc c'est un spectacle avec une création musicale, avec une création image, et si vous voulez en savoir plus, on sera ravis de vous accueillir. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi au Théâtre du Gymnase. Merci. Bonjour à tous, je suis Pascal Gélébar, je suis aux éditions Nathan. Je voulais remercier le Théâtre du Gymnase de nous recevoir. Les locaux sont absolument superbes. Merci à vous d'être venus en nombre. Les éditions Nathan sont ravis de vous accueillir pour ces 3 conférences au cœur des préoccupations de l'éducation de demain. Nous avons choisi comme thème et comme fil rouge de ces interventions les lycéens d'aujourd'hui. Et ce thème des lycéens d'aujourd'hui s'est naturellement dégagé à l'issue de nos nombreux échanges avec les professeurs. Nous menons plusieurs rencontres très documentées, très riches au travers de tables rondes dans la France entière. On rencontre plusieurs centaines de professeurs. Au fil de nos conversations aussi avec nos auteurs, il y en a plus de 600 qui sont actuellement à l'œuvre et qui contribuent à la rédaction des manuels qui vont accompagner la réforme des lycées. Au travers de nos enquêtes auprès des lycéens, qui sont nos premiers lecteurs, et des constats que nous faisons aussi via nos lecteurs critiques et nos délégués pédagogiques qui sillonnent la France. Alors ces principaux constats, ils ont été un ensemble de remarques récurrentes de la part des professeurs sur l'évolution des élèves, sur une tendance au zapping, une perte du goût de l'effort, un attrait pour les écrans, une hétérogénéité croissante des classes qui pose problème, un manque d'autonomie face à certaines tâches, mais aussi, parce qu'il n'y a pas que des défauts, il y a aussi un goût prononcé pour l'oral et une véritable aisance pour certains d'entre eux, un goût pour des situations où ils sont tous en activité à plusieurs, donc un goût du partage de l'effort. Et du côté des élèves que nous avons rencontrés, nous avons également de très très bonnes nouvelles parce qu'ils utilisent encore du papier pour réviser, notamment. Et ils sont très nombreux à dire préférer ce média calme, qui n'est pas avec bourré de notifications, qui va à leur rythme. Enfin, voilà. Donc, bonne nouvelle. Et effectivement, de leur côté quand même, des confirmations, ils ont une passion avérée pour YouTube et une tendance au zapping quand même très affirmée. Donc, fort de ces constats, vous, les professeurs, vous êtes continuellement en train d'adapter vos pratiques de classe. Et nous, éditeurs, forcément, nous remettons également en cause pour proposer vraiment des ressources pédagogiques qui s'adaptent à ces publics qui évoluent. Car ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, on n'enseigne pas à la génération 2003 comme on enseignait à la génération 93. Il nous a donc paru indispensable de creuser les caractéristiques de cette génération Z et pour comprendre en fait les atouts, les difficultés et accompagner cette génération vers la réussite. Donc, on a souhaité partager avec vous 2 angles d'exploration de cette génération Z qui nous ont vraiment passionnés, parfois surpris et beaucoup inspirés. Une approche d'abord sociologique avec une caractérisation de cette génération Z. Ça sera l'objet de la première conférence du docteur Jacques Durand, qui est présent avec moi sur scène. Et le second angle sera une approche neuroscientifique pour mieux appréhender le fonctionnement du cerveau et des cerveaux de nos lycéens notamment. Et cette conférence, ce sera le professeur Mathieu Cassotti qui conclura donc l'après-midi par cette conférence. Et enfin, car je ne suis pas seule en scène, il y aura une performance artistique qui animera conférence des tables rondes en phase avec les nouvelles pratiques pédagogiques qui se généralisent dans vos classes et le goût de la génération Z pour la mémorisation sous forme de carte mentale. Eh bien, Geoffroy Lefort va nous faire le plaisir d'accompagner ces conférences en réalisant en direct des synthèses dessinées, donc on pourrait dire des cartes heuristiques, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je me suis fait préciser qu'il s'agissait de facilitation graphique pour la mémorisation.
Et donc, c'est ce que Geoffroy va réaliser. Et nous pourrons observer le résultat de son travail lors du cocktail après les conférences, et on vous le transmettra au format numérique pour que chacun puisse conserver une trace de cet après-midi. Donc, c'est pas la peine de vider la batterie de votre smartphone à les photographier en direct. On vous les transmettra proprement. Vous les aurez. Donc, je vais maintenant passer la parole sans plus attendre à Jacques Durand, qui a un parcours singulier, qui est géologue de formation, qui a été professeur de SVT, qui est devenu chercheur et qui côtoie quotidiennement cette génération Z à travers ses missions de sourceur, détecteur, enfin, il va vous expliquer ça mieux que moi, de talent et donc d'enseignant-chercheur. Donc, je lui passe la parole. Merci bien, Madame Loyal. Alors, c'est un peu la première fois dans un théâtre. Je ne suis pas habitué au théâtre, bien sûr. Vous imaginez bien qu'en tant qu'enseignant-chercheur, ce n'est pas trop les lieux de conférences habituels. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous expliquer votre métier. Simplement, ce que je voudrais faire, c'est vous faire partager mon expérience au travers, effectivement, de 14 années, où j'ai eu l'occasion, au travers de mon activité en entreprise, d'aller rechercher des jeunes talents, les former, donc quand je dis jeunes talents, dans mon métier, bien sûr, de géoscientiste, et donc de pouvoir interviewer, de voir aussi, puisque ce n'était pas seulement en France, j'allais chercher plutôt d'ailleurs, j'étais basé plutôt sur l'Afrique, enseignant en Afrique. Et c'était une expérience intéressante parce qu'il a fallu aller les chercher un peu partout dans le monde, ces jeunes, et notamment bien sûr beaucoup en Europe, en France. Donc avec une culture qui n'est pas du tout une culture européenne, enfin une culture européenne au départ, de voir avec des milliers d'interviews. Donc je ne suis pas RH, je suis métier. Comme ce sont des métiers très spécialisés, il a fallu effectivement donner un coup de main aux équipes des ressources humaines pour pouvoir trouver des jeunes gens de haut niveau, capables effectivement minimum bac+5, mais en commençant déjà à les chercher, à les sourcer, à les mettre effectivement, les envoyer dans différentes écoles, universités, avant, d'ailleurs, bien sûr, avant le bac, après le bac, les suivre, les aider à s'intégrer en entreprise. Et donc, c'est au travers un petit peu de cette expérience, alors beaucoup plus effectivement sur la génération précédente de la génération Z, mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit maintenant. La génération, comme vous le savez, la génération précédente de la génération Z, c'est ce qu'on appelle les milléniaux. La génération Y, née entre 80 et 95, et c'est intéressant parce qu'ils sont déjà maintenant dans le milieu d'entreprise. Et c'est, on peut dire, une des premières générations véritablement digitales, enfin, on va en discuter tout de suite, même si ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que la génération Z. Donc c'est effectivement intéressant de voir l'évolution et de revenir bien sûr vers cette génération suivante, qui est la génération Z, qui, elle, est dans les universités, se trouve dans les écoles, en partie, puisque vous savez que la génération Z, si bien sûr, c'est la génération qui est comprise entre les 1995 et on va dire 2011 à peu près à l'heure actuelle. Donc vous en avez une partie qui vont intégrer déjà les universités, et puis vous en avez une partie qui est chez vous. Parce que si j'ai bien compris, vous êtes enseignant du secondaire et second cycle. Je ne me trompe pas. Est-ce que tout le monde est bien effectivement enseignant du secondaire? Pas de problème. Donc on va bien pouvoir parler sur ce sujet-là. Donc c'est au travers de cette expérience, et donc effectivement ce que l'on constate dans la génération Y, la génération précédente, qui permet aussi peut-être déjà de mieux comprendre et de voir un petit peu ce qui est peut-être à vous aider, justement, vous donner des pistes de réflexion, des éléments de discussion, et surtout vous avez une table ronde après, pour peut-être vous permettre effectivement, vous aider peut-être mieux à passer cette étape, qui est une étape effectivement majeure, je pense au niveau pédagogique, puisque
on est véritablement dans un environnement, comme vous le savez, numérique. Alors tout d'abord, si vous me permettez, qu'on parle bien de choses claires, que vous sachiez bien on revient sur 2-3 définitions. Le numérique, c'est pas du digital. On est bien d'accord? C'est-à-dire que le sens, vous voyez, le numérique, c'est c'est tout ce qui concerne la technique. Et le digital, à l'inverse, c'est tout ce qui concerne l'usage de la technique numérique. Donc il y a une confusion un petit peu dans les termes, ce qui fait que d'ailleurs, quand on parle, par exemple, de cette génération Z, on parle de natifs digitaux. Et on a intégré d'ailleurs les milléniaux dans la terminologie des natifs digitaux, alors qu'en fait, ce ne sont pas des natifs digitaux, les milléniaux, puisqu'ils ne sont pas nés avec le numérique. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ces natifs digitaux, c'est bien effectivement cette génération Z. Alors, on va revenir un peu tout à l'heure sur la discussion de la génération Z ou pas génération Z. Vous avez vu encore récemment dans certains journaux, même qui datent de début février, sur le fait que vous avez des journalistes qui ont fait des enquêtes encore sur l'existence ou non de cette génération Y, ces milléniaux ou pas. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Alors, ce qui effectivement caractérise cette génération dite de natifs digitaux, comme vous voyez, c'est qu'en fait, ils ont une très bonne maîtrise évidemment de l'outil. Enfin, quand je dis de l'outil, ils ont des smartphones. Mais ce ne sont pas des spécialistes du numérique. C'est bien la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont nés, ils ont grandi avec le numérique, mais en aucun cas, ils sont complètement dans ces environnements qui sont... ils interagissent avec ces environnements, avec ces cyber-environnements, mais en aucun cas, bien sûr, ce ne sont pas forcément des codeurs de très haut niveau, des spécialistes techniques du numérique. Et pour tout le reste, tous les autres, dont les milléniaux, dont nous sommes ce qu'on appelle effectivement des immigrants digitaux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il a fallu effectivement qu'on passe sur la technique numérique et sur la technique digitale. Et c'est bien toute la difficulté, je pense que pour vous, ce n'est pas toujours évident, notamment sur tous ces aspects. Alors, vous voyez les références, bien sûr, quand j'utilise des définitions, je vous mets les références, évidemment, en tant que ça, c'est ma culture de chercheur. Donc, ces références ça fait référence donc aux travaux de Prensky en 2001. Alors, par la suite, je ferai passer, si nécessaire, une liste des références de bibliographie, si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, génération Z, vous avez vu, il y en a qui la voient, il y en a qui ne la voient pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ResearchGate, c'est un des réseaux de référence pour les chercheurs et les scientifiques. 11 millions de chercheurs, 192 pays. Donc vous avez d'ailleurs les index de citation dans cette quand vous êtes chercheur, que vous présentez vos travaux, vos publications, donc vous avez à ce moment-là un index de citation, puis surtout vous avez accès à un certain nombre évidemment de moteurs de recherche, pour effectivement connaître sur un sujet donné. Eh bien vous voyez, génération Z, alors il y en a certains qui ne la voient pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les collègues chercheurs sur le sujet, les voient en Australie, parce qu'on parle bien, là, vous le voyez, de posters, donc dans des conférences internationales, dans des congrès internationaux de chercheurs. On parle bien d'articles scientifiques. On parle bien, donc, de présentation, de communication. Donc vous voyez qu'il y en a certains qui les voient en Australie. Donc on les piste bien en Australie, mais les chercheurs australiens. En Espagne, en Indonésie, à Singapour, en Inde. Alors je ne sais pas s'ils n'existent pas, toujours est-il, ou à moins que ce soit des Yétis, j'allais dire, mais il est très clair qu'effectivement, il y a quand même une génération, on verra tout à l'heure, je dirais un ensemble de cohortes, puisque une génération c'est ça, une cohorte au sens sociologique du terme, c'est tout simplement l'ensemble des individus nés pendant une même année. Donc une génération, c'est un ensemble de cohortes qui ont vécu un certain nombre effectivement d'événements mondiaux
économiques, climatiques, sociaux, etc., qui donc définissent ces générations. Alors, quand on fait référence à génération X et ces générations Y, Z, et bien sûr les baby-boomers, dont je pense un certain nombre d'entre vous sont peut-être encore, ça fait référence aux travaux de Strauss et Howe, qui sont deux Américains et qui ont lancé un peu cette approche justement de relancer cette approche générationnelle en 1991 aux États-Unis, et qui sont à l'origine, je dirais, beaucoup de cette nomenclature. Alors cette nomenclature a été évidemment améliorée par la suite, mais ils ont fait un énorme travail d'historiens, puisque en fait ces générations aussi sont considérées, ils ont étudié ces générations sur plusieurs centaines d'années, et en mettant en évidence la cyclicité de certaines générations, des générations sur une période de 80 ans. Alors effectivement, vous avez beaucoup de... Comment dire? Alors, pour vous dire aussi qu'ils sont non seulement partout, mais vous voyez que même les collègues grecs considèrent que ce sont des atouts pour le futur de la Grèce, puisque, vous voyez, pour le tourisme et l'industrie du vin, ce sont d'excellents consommateurs de vin, des futurs consommateurs de vin en Grèce. Alors pourquoi la Grèce? J'en sais rien. Mais vous voyez que, bon, je pense que ça correspond à une certaine réalité. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans la bagarre, si vous voulez, en fait, de l'aspect générationnel ou pas. On va en discuter aussi progressivement tout au long de l'exposé. Simplement, je préfère effectivement parler d'empreinte générationnelle, qui est un des postulats de base de la sociologie. Et là, l'empreinte générationnelle, et c'est là où vous êtes au cœur du sujet, c'est que c'est pendant la jeunesse, donc l'adolescence, la préadolescence, et puis bien sûr le début de l'âge adulte, que se fait la construction de l'individu, que se fait le temps où il se socialise et qu'il construit sa vision et son système de valeurs. Et c'est là donc effectivement se crée cette empreinte, je dirais cette première empreinte générationnelle. Eh bien, vous êtes en plein dedans, clairement. Alors il s'avère en plus que depuis quelques années, bien comme vous le savez, on est en plein effectivement dans cette révolution numérique et digitale. Vous voyez l'importance aussi de la précision bien sûr des termes, et qui est en fait clairement, qui a un impact supérieur à la révolution Internet en tant que telle. Et c'est comme vous le voyez aussi, donc c'est pour ça que c'est appelé carrément la 4e révolution industrielle. C'est par Klaus Schwab, qui est le CEO, donc le président du World Economic Forum, et qui considère qu'effectivement, ça va être une des révolutions les plus significatives et les plus conséquentes pour l'humanité, depuis le début de ce que l'on connaît au moins de l'humanité. Quand je vous parle d'empreinte générationnelle, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que cette empreinte générationnelle va évoluer tout au long de la vie. C'est pour ça que c'est, je pense aussi, une des raisons pour lesquelles il y a peut-être un certain nombre de confusions discutant sur le terme de génération, c'est que ce n'est pas fixe, l'empreinte générationnelle va être liée notamment, et c'était les travaux de Madame Dumouchel à Lyon, il y a une génération, notamment une empreinte générationnelle organisationnelle. Alors cette empreinte générationnelle organisationnelle, c'est celle auquel moi je me suis trouvé confronté avec ces jeunes gens, géoscientistes, à intégrer en entreprise. Et c'est pendant les premières années de leur intégration en entreprise qu'effectivement, en fonction des restructurations, en fonction d'un certain nombre d'événements qu'ils vont eux-mêmes rencontrer dans l'entreprise, qu'ils vont avoir effectivement cette empreinte générationnelle qui va, en quelque sorte, organisationnelle, qui va en quelque sorte se surimposer ou s'additionner avec l'empreinte générationnelle de leur jeunesse. Et vous voyez que c'est justement ces deux auteurs, Strauss et Howe, en 91, ont déjà effectivement parlé de 4 étapes majeures. Je vous les ai laissées en anglais, mais 4 étapes majeures dans la vie d'un homme, enfin la vie d'un individu, pardon, excusez-moi, pas seulement bien sûr, on est bien d'accord, un homme.
aînés, 66, enfin si on commence par les plus jeunes, vous voyez la jeunesse, donc de 29 ans, rising adults, donc ceux qui ont atteint leur vie d'adulte, 30-47, ceux qui sont à la moitié de leur vie, 48-65, et bien sûr les aînés, 66-89. C'est-à-dire que cette empreinte générationnelle va évoluer, bien évidemment, tout au long des étapes de leur vie. Mais ce qui est fondamental, et c'est là où je veux en venir, c'est que vous êtes au tout départ de la construction de l'individu. Si j'ai bien compris, vous êtes donc sur la période, bien sûr, on est sur génération 95, donc 2011, et en septembre 2018, l'an dernier, donc c'est la génération née, je crois, en 2003, si mes renseignements sont bons, qui sont arrivés dans le secondaire. Alors quand on parle de 15-18, c'est évidemment peut-être 14-19, mais vous êtes en plein dans la période de construction de l'individu. Alors, vous n'êtes pas les seuls responsables, on est bien d'accord, il y a les parents, il y a tout le milieu, mais il est évident que votre part en tant qu'éducateur va être évidemment conséquente. Alors, ce que j'ai rajouté aussi, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une empreinte générationnelle, ce que j'ai appelé médiatique. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement qu'en fait, comme ce sont bien évidemment, ces jeunes gens sont devenus des cibles marketing évidemment importantes, et notamment à partir des milléniaux, on les a retrouvés partout. On les retrouve dans des revues qui ne sont pas classiquement des revues de chercheurs. Ce sont des revues, je dirais, médias, enfin des médias classiques. Ça peut être GQ, ça peut être Marie-France, ça peut être Elle, ça peut être Les Échos, etc., etc. Alors ça n'est, n'y voyez aucune critique, simplement un constat qu'effectivement, comme ce sont des cibles marketing, automatiquement, ce sont des sujets qui sont discutés, rediscutés, présentés, etc., avec toute une série de stéréotypes qui, pour moi, ne sont pas vraiment des sociotypes. Donc on ne va pas rentrer dedans, surtout pas, parce que pour moi, si vous voulez, ça devient véritablement caricatural et loin de ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous, qu'ils ne le sont pas pour certains d'entre eux, mais ça c'est autre chose. Donc je vous en ai mis un certain nombre, et ça devient effectivement, et je parle bien là de la génération Z, parce que les milléniaux n'en parlons pas. C'est absolument sidérant. Donc on va essayer de rester beaucoup plus sur du factuel, le plus possible, et notamment, on va se servir, s'appuyer sur une étude qui a été faite par une jeune femme suisse, Alexandra Broniman, qui a étudié, on y reviendra tout à l'heure, donc qui a étudié plus de 4500 étudiants, mais dans la partie, dans l'enseignement supérieur. Donc si en fait on veut résumer, je dirais en quelque sorte, un Z, il est donc effectivement, il est bien né par définition, puisque tout le monde est à peu près d'accord, les spécialistes sont tous à peu près d'accord pour donner ses limites. Sachant que ces limites sont évidemment, par définition, ce n'est pas exactement 95, ça peut être 94, 93, 96, 97 pour les individus. Donc c'est clairement une empreinte, à mon avis, une empreinte générationnelle variable, qui va être aussi fonction de ce qu'ils vont entendre, de ce qu'ils vont se créer, et de ce qu'ils vont voir et de ce qu'ils vont, je dirais, assimiler, de ce qu'ils vont retenir de leur vie professionnelle. Et donc c'est pour ça que, vous voyez, pour moi, c'est plus l'image en fait d'un curseur qui va évoluer. Donc vous en avez certains, génération des Z, qui seront tout à fait caractéristiques très proches, si vous voulez, pas des stéréotypes, mais je dirais du sociotype ou de de leur image type, et d'autres qui ne le seront pas du tout, dans les mêmes générations, même dans les mêmes familles. Il y a certains qui, au même âge, à quelques années de différence, ne sont pas du tout... je dirais, digitaux. Ils veulent, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas, ou qui n'intègrent pas. Donc, vous voyez l'idée d'un curseur qui va bouger en fonction d'un certain nombre de critères qui sont bien évidemment l'éducation, qui sont bien évidemment le contexte familial, la culture, le contexte médiatique, le contexte sociologique, etc., etc. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien voir à ce niveau-là. Alors, si on va parler tout à l'heure de l'empreinte générationnelle de ces jeunes Suisses, il est clair, et c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est que
À ma connaissance, il n'y a pas de véritables études. Je ne parle pas de sondage d'opinion. Je parle de véritables études complètes sur les jeunes gens que vous avez en main actuellement, qui sont sous votre responsabilité d'enseignant. Donc, je pense qu'il faut, il reste à faire. Et ça, je pense que c'est peut-être un élément intéressant à creuser, parce que je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est-à-dire de savoir comment, effectivement, ce que sont vraiment ces jeunes gens, sachant que l'empreinte générationnelle, à mon avis, va être aussi beaucoup locale. Il est évident que cette empreinte générationnelle va varier en fonction des événements régionaux en France ou autres qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que si certains d'entre vous sont effectivement, n'enseignent pas tous à Paris, dans d'autres endroits de la France, il est évident que cette empreinte générationnelle peut varier. Gardez ça en tête, et je pense que c'est déjà un élément, à mon avis, fondamental de considérer que vous compreniez ces jeunes gens, que vous voyez vraiment ce qui font ce qu'ils sont chaque. Et en plus, vous en avez un certain nombre, bien évidemment, dans les classes, mais heureusement, il y a quand même des éléments communs. Donc ça peut être évidemment lié, vous avez vu, on parle bien de télé-réalité, n'en parlons pas, ou plutôt parlons-en beaucoup, musiciens, les acteurs, les réseaux sociaux, les événements marquants mondiaux et locaux, les changements climatiques et pour cause, et les individualités. Alors on en revient maintenant à vous. Et c'est là où effectivement le monde est en train de changer. Les cours magistraux, ça passe plus. Et vous le savez aussi bien que moi. Parce que c'est la même chose en université. Et dans notre modèle scolaire traditionnel, c'est bien sûr le professeur qui a la connaissance, celui qui doit enseigner. Et ça, c'est fini. Enfin, c'est fini. On va nuancer. Il est clair que comme ils ont accès à toutes les informations sur leur smartphone, sur leur tablette, ils vont, même que ce soit des cours, et vous le savez évidemment aussi bien que moi, que ce soit des cours, que ce soit des sujets de recherche, des masters et autres, ils ont l'information en direct immédiatement, ou quasi immédiatement. Alors le problème, après, c'est l'utilisation, ce qu'ils font de cette information, ça c'est une autre histoire. Mais ça veut dire que, eh bien, il y a un paysage qui est en train de changer. Et il a déjà changé depuis un certain temps. Et c'est là où vous avez des académies, vous savez, comme la Khan Academy, qui considèrent qu'en fait, c'est l'élève ou l'étudiant qui doit faire sa propre acquisition de connaissances. Et que l'enseignant est là pour l'aider, le coacher, le mentorer. Alors c'est une autre approche, bien sûr, mais je pense que c'est même si c'est peut-être un peu excessif dans certains cas, c'est quelque chose qui est clairement, effectivement, il y a une autre vision de l'approche d'enseignement, clairement, et je suis certain que un nombre d'entre vous ont déjà commencé, bien évidemment, à faire ce changement et cette intégration. Gardez en tête aussi que l'absence de compétences numériques est une nouvelle forme d'illettrisme. Et oui, ça ne veut pas dire qu'il faut tous savoir coder, mais il est clair que même les générations, vous savez, c'est de fameux immigrants digitaux que nous sommes, je crois qu'il faut être à jour des connaissances. Et quand je dis à jour, c'est-à-dire qu'il faut, ça veut dire qu'il y a tout un travail personnel à côté à faire. Et ce travail personnel est d'autant plus important que c'est ce qui va permettre de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils utilisent, ces jeunes gens. Et donc, ne pas être digital, à un moment donné, on est tous obligés d'y passer. Puis vous le voyez bien, depuis plusieurs années, que ce soit au niveau des, gouvernemental, au niveau, tous les niveaux, dans tous les pays, dans tous les niveaux des communes, partout, on est maintenant passé au digital, dans les entreprises aussi. Et c'est bien ce qui fait, si vous voulez, que ce passage au digital font que ces générations, dont la génération Y et encore plus la génération Z, sont beaucoup plus à l'aise que les générations précédentes. Parce qu'ils sont plus agiles sur ce genre, évidemment, ce genre d'outils. D'outils. Alors, je vous parlais d'Alexandra Broniman. Donc, Alexandra a fait
Alors au tout départ, c'est le Swiss Education Group qui s'est posé la question. C'est un groupe d'hôtellerie qui enseigne, enfin qui donc en Suisse, basé en Suisse, mais qui a des écoles un peu partout, et qui, enfin partout dans le monde, et qui s'est posé la question de dire, je crois qu'ils enseignent, enfin c'est à partir de, donc c'est au-dessus du bac, bien sûr, au niveau des universitaires, et ils se sont posé la question de se dire, on voit effectivement une rupture cognitive et comportementale parmi ces jeunes gens. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que notre enseignement en hôtellerie va pouvoir passer et que ce sera effectivement efficace? Vous voyez, il arrive effectivement, et notamment, donc, les entreprises se posent des bonnes questions. Ce n'est pas toujours partout, mais question, effectivement, je dirais, une approche sensée et surtout préventive. Et donc c'est à partir de là qu'ils ont lancé l'enquête en demandant à Alexandra Broniman, qui est une jeune femme apparemment experte plutôt, je dirais, dans la sociologie plutôt des consommateurs, si j'ai bien compris. Et Alexandra donc, a fait cette étude de décembre 2016 à mars 2017, interrogeant sur, donc, vous voyez, plusieurs mois. On n'est pas sur une simple étude d'opinion. Interrogeant 4500 étudiants, professeurs, parents, à différents niveaux et dans le monde entier. Et ces résultats sont intéressants, et donc vous aurez la référence, puisque là je vous ai extrait un certain nombre de choses qui peuvent vous aider à illustrer effectivement et à appuyer un peu cette vision de ces jeunes gens. Alors elle a fait une conférence aussi, pour ceux qui connaissent TED, TEDx, SHMS, donc vous aurez l'occasion, si ça vous intéresse, et vous pouvez tout simplement, bien sûr, vous pouvez interroger Google, excusez-moi, et donc vous trouverez effectivement Alexandra qui a fait une conférence qui est très intéressante justement sur la problématique de cette génération Z. Et donc effectivement, vous voyez que, je dirais, là j'ai extrait au moins 3 points. Il y a une chose qui est intéressante, elle prend une image qui est assez intéressante, c'est l'image du feu. En disant que finalement, le feu, l'apprentissage, alors je passe tout le détail, mais quand on se sert, que ce soit un jeune enfant ou que ce soit bien sûr au travers de l'usage du feu, la découverte du feu au travers de l'humanité, le feu au moins, si on l'utilise mal, on se brûle. Et ça peut avoir des conséquences graves. Et c'est immédiat. Quand on se brûle, on le sent tout de suite. Le problème de la cybertechnologie, c'est qu'il y a bien sûr des aspects négatifs et on ne le voit pas tout de suite. Et ça, c'est une des grosses problématiques, bien sûr, de la cybertechnologie. C'est que les effets, bien sûr, on a des effets positifs, mais on a bien sûr aussi des effets négatifs. Et notamment, et je pense que la seconde conférence que vous aurez en fin d'après-midi vous développera ça, mais il est clair que pendant leur croissance, ces jeunes, leur cerveau est soumis à une multitude de stimuli, bons et mauvais, qui font que, ils sont évidemment, on en rediscutera un peu tout à l'heure, ils sont soumis aux conséquences de cette cybertechnologie. Et ce qui est important, bien sûr, ce qui les caractérise, vous l'avez vu, c'est qu'en fait, c'est cette révolution, cette 4e révolution industrielle qui les façonne. Alors, quelques clés, quelques pistes pour vous. Concentration maximale dans son étude. 12 minutes. Mais je pense que vous êtes le premier concerné. Vous le voyez directement. Et je pense que 12 minutes, dans certains cas, c'est même peut-être beaucoup. Problème bien sûr, de captation de leur attention. Donc ce qu'elle préconise, bien sûr, sont des cycles d'apprentissage courts. Bien sûr aussi, le problème, c'est qu'ils sont devant leur écran. Ils s'isolent beaucoup sur leur smartphone, surtout évidemment peut-être un peu moins à l'école, mais bien sûr en famille et autres, ce qui provoque parfois des incompréhensions d'ailleurs de la part des adultes ou de la famille tout autour.
c'est que ils sont beaucoup devant leur écran, et surtout cette génération que vous avez, et les plus jeunes encore. Donc, elle conseille de privilégier le travail en groupe, avec bien sûr des discussions pour rééquilibrer le rapport temps-écran. Développer le travail en équipe, ce qui est une bonne chose, mais on en discutera tout à l'heure rapidement aussi au niveau du travail en entreprise. C'est que ce n'est pas parce que vous travaillez en équipe que vous savez travailler effectivement. Enfin, quand je dis savez travailler en équipe, c'est que vous allez jouer le jeu, surtout en entreprise. Et ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, travailler en équipe, je dirais, si déjà ils jouent en équipe, ils jouent le jeu, ça sera déjà énorme. Alors bien sûr, les rendre autonomes et les responsabiliser, on parlait tout à l'heure de l'approche de la Khan Academy, et ça c'est beau. Enfin, vous le savez, je pense que de toute façon, ce sont des choses, à mon avis, que vous savez déjà, qui recoupent complètement les informations que vous avez déjà. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut beaucoup les responsabiliser, parce qu'ils ont souvent aussi un problème de maturité, ou d'immaturité, si on préfère. Et bien sûr, savoir utiliser les outils numériques à bon escient. Alors, une des choses sur lesquelles elle attire l'attention, au niveau des enseignants, c'est de faire en sorte, si vous voulez, effectivement, de protéger les étudiants, ce qui est un peu paradoxal, mais ce qu'elle appelle effectivement une hygiène virtuelle. Et cette hygiène virtuelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est que cette exposition permanente et qui augmente tous les jours, une grande quantité d'informations, donc ces stimuli et autres, effectivement, provoquent, bien sûr, c'est un impact direct, ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'anatomie et sur le fonctionnement du cerveau. Et ça, elle a observé des pertes d'aptitude cognitive, myopie, et puis, bien sûr, dégradation du sommeil, entre autres. Alors, bien sûr, ça n'a pas que des effets négatifs, mais elle conseille aussi de leur apprendre à se déconnecter. Alors, je sais bien que c'est facile à dire. C'est pas, puis se déconnecter pour se mettre en mode silencieux la nuit, je ne pense pas que vous ayez accès à cette partie-là, au moins, de leur vie. Mais je pense que ça peut commencer déjà, effectivement, dans les cours. Moi, en université, je ne me cache pas, bien sûr, ils ont mes étudiants, quand je donne des cours en université, ils ont leur portable, bien évidemment, ce sont généralement des étudiants de 4e, 5e année. Ils ont leur portable, mais c'est en silencieux, bien évidemment. Alors, et ça, c'est pour ça que ça suppose aussi, vous voyez, de bien connaître l'environnement. C'est de pouvoir aussi les aider à identifier les conséquences et les effets, bons ou mauvais, d'ailleurs, de l'environnement dans lequel ils sont. Et puis, comme vous le savez, comme ils sont très agiles, très zappeurs. Les cours, je suis persuadé qu'une partie des cours, même de certains cours de programmes qu'ils ont, ils les ont bien sûr déjà sur YouTube ou ailleurs. Donc, il va falloir canaliser ça, parce que c'est aussi très difficile pour un enseignant d'avoir des étudiants qui ont devant eux leurs cours et qui sont à même de critiquer, dans le bon sens ou le mauvais sens, d'ailleurs, les cours. Donc, c'est pour ça qu'un cours avec un élève assis et un professeur debout, je suis désolé, c'est ce que je fais actuellement, mais c'est plus délicat avec eux. Et donc, bien sûr, utiliser cette facilité pour plutôt les aider à justement aller chercher sur ces sites, ces autres possibilités qu'ils ont tout à côté, de valoriser leurs compétences personnelles hors ligne. Donc elle parle effectivement de langage du corps, entre autres, vous voyez, de compétences de présentation, etc., etc. Donc sont bien évidemment, encore une fois, ça n'a pas je n'ai pas parce que évidemment l'étude est très complète, donc mon objectif c'est pas de vous donner, d'être très exhaustif, mais c'est de vous donner des pistes. Alors en entreprise, vous avez ici une salle de travail en entreprise. Vous voyez, les postes, les jeunes gens, alors sont plutôt, pour l'instant, c'est encore, on va voir les premiers aides arriver dans ce type de salle. Donc on pense qu'en fait, vous voyez, ils travaillent donc c'est ce qu'on appelle, vous savez, les open space, les espaces ouverts, les écrans, bien sûr, et on pourrait penser qu'ils travaillent ensemble.
Et là, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'isolent encore plus. Ils mettent un casque sur les oreilles. Et donc, ils travaillent indépendamment. Et donc, en fait, c'est une fausse, à mon avis, et moi, en tant que géoscientiste, géologue, qui en plus est plutôt un géologue de terrain, je ne dirais pas que c'est une fausse bonne idée, mais je pense qu'il faut vraiment un peu modifier les choses, et peut-être pas modifier la salle de travail, mais provoquer, et c'est ce qui se passe dans ce cas-là, des réunions régulièrement, mais même ne pas tomber dans les réunionites. Il faut vraiment, si vous voulez, les déscotcher de leur écran. Parce que c'est confortable, hein, vous savez, quand on est dans son écran et qu'on a la musique sur les oreilles. Alors, justement, je vous parlais tout à l'heure d'un peu ce qu'on constate en entreprise. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai parlé, vous voyez, je ne vous parle pas de stéréotypes caricaturaux. Je préfère vous parler d'observations, de certaines observations clairement que l'on constate, que j'ai pu moi-même constater sur ces générations précédentes. La génération précédente. Donc, génération précédente, on est bien d'accord, c'est notamment les derniers sourcés, recrutés, c'est né entre 90 et 95. Donc, très proche, 93, 94, 95, 96, il est évident que la limite de 95 est quand même, comme toute limite, un peu arbitraire. Donc, ils sont très proches, bien sûr, des générations Z. Alors, ça ne va pas vous étonner, parce que je pense que c'est ce que vous constatez en grande partie, il manque de méthode de travail. Beaucoup. Et cette méthode de travail, dans le milieu des géosciences, c'était en fait dans des équipes de synthèse qu'ils apprenaient ça. Les équipes où les plus anciens, c'est-à-dire les baby-boomers, effectivement, leur baby-boomers, c'est 1945, 1964, leur apprenaient la méthode de travail. Et le problème, c'est que les baby-boomers sont partis, sont en train de partir. On est carrément à la queue de la génération et à la fin de la génération des baby-boomers. Et le passage entre l'arrivée des milléniaux et les baby-boomers s'est fait pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui se faisait dans les générations précédentes, avec un apprentissage avec les plus anciens, se fait pratiquement plus. Et ça, c'est un très gros problème. Alors bien sûr, le PowerPoint, c'est l'outil de base. Et vous voyez que moi aussi d'ailleurs. Mais c'est plus facile pour une conférence, bien sûr. Donc par contre, l'écrit, c'est pas leur truc. Alors c'est beaucoup plus facile sur le PowerPoint. Donc on n'écrit pas de notes, on n'écrit pas de rapport ou très peu. Mais ça pose énormément de problèmes, bien sûr, vous l'imaginez. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'écrit. Mais encore une fois, c'est certainement quelque chose que vous constatez. Et puis, et ça c'est mon leitmotiv, les fondamentaux, s'il vous plaît. Il faut revenir aux fondamentaux. Et là, je vous ai donné quelques exemples. Ce qui me concerne, les unités, les échelles, calcul mental, c'est catastrophique. Sur des milliers d'utilisateurs. Enfin, je vais vous donner un ordre de grandeur, parce que je faisais passer à ces jeunes gens des tests, je dirais des tests de base, pour les aider à se sélectionner, dans lequel il y avait effectivement un certain nombre d'éléments comme ça, surtout pour des géoscientistes. Eh bien, il y en a 9 sur 10 qui ne savaient pas faire multiplication, niveau master. Et je ne parle pas des échelles. C'est quand même un petit peu embêtant, même avec un GPS. De toute façon, il n'y a pas besoin d'échelle, on a du GPS. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est évident que c'est là où, avec un simple... En revenant un petit peu sur le papier, sur des cartes, quand on leur fait prendre conscience que leur calcul n'est pas tout à fait réaliste, que entre Paris et Rouen, par exemple, eh bien, d'après les calculs d'échelle, ils arrivent à 2,5 km, dites, il y a peut-être un problème quand même. Ou à l'inverse. Ah oui, parce que là, je pourrais écrire un livre, je ne vous le cache pas, notamment l'inverse, c'est vous leur demandez la distance, effectivement, entre Paris et Rouen. Bon, je ne sais pas, ça doit être à peu près de l'ordre de 150-160 km. Pour une carte de, je ne sais pas moi, un 50e, ils vont vous trouver 355 000 km. Donc, puis ils vous livrent le résultat sans se poser de problème. Et c'est là où on arrive au dernier point. Vous voyez, c'est qu'en fait, je dirais, il y a un problème de contrôle qualité de leurs résultats, de leur travail.
Et ça, c'est aussi énorme. C'est-à-dire qu'ils font le travail, mais ils ne se posent pas de problème. Ils ne posent pas de questions. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément la majorité, mais je peux vous garantir que c'est une très grande majorité. Donc on ne parle pas là de stéréotypes, on parle d'observations factuelles. Alors, vers la réussite, un sujet délicat bien sûr. Je suis désolé, j'ai fait une faute d'orthographe, lequel il manque un S auquel. Je dis ça avant qu'on me le fasse remarquer. Vous avez bien compris. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'essayer de bien comprendre ces jeunes gens. Déjà, ceux qui sont là. Évidemment, en plus, vous avez la chance ou la malchance, c'est pas que ce soit des générations glissantes. Parce que ceux qui sont en seconde cette année, normalement, pour une grande partie d'entre eux, on peut supposer, seront en première l'an prochain, etc., etc. Mais qu'est-ce qui les attend? Regardez bien. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, de l'intelligence artificielle. 1950, le fameux Alan Turing qui a mis en place l'intelligence artificielle. Alors c'est des algorithmes simples qui aident en fait l'expert, le spécialiste, à faire des calculs simples, ce que peut faire effectivement facilement, des tâches répétitives. 1950, dans les années 50, le début de l'intelligence artificielle. Les années 80, on passe à un autre stade. On a beaucoup plus de données, donc l'intelligence artificielle, les algorithmes deviennent plus puissants et surtout on ajoute la statistique. Parce que comme on a beaucoup de données, eh bien, on passe à ce moment-là vraiment ce qu'on appelle, vous les avez entendu tous parler, l'apprentissage automatique, c'est-à-dire le machine learning. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc on accumule les données, puis vous avez des algorithmes plus pointus qui sont, je dirais évidemment, construits et qui sont basés sur les statistiques. Mais vous avez toujours quelqu'un qui rentre les données. C'est ce qu'on appelle le data scientist, le spécialiste scientifique de données, je ne sais pas comment on peut l'appeler en termes français, mais vous avez bien compris les choses. Et puis surtout, on arrive à des quantités de données énormes. C'est ça le fameux big data. C'est le stockage, c'est l'utilisation, c'est la transformation de toutes ces données. Et on est dans cette période-là à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui les attend? C'est ce qu'on appelle maintenant le deep learning. C'est-à-dire qu'on est en train d'évoluer, d'avoir des algorithmes et surtout de faire en sorte que la machine n'ait plus besoin qu'elle choisisse elle-même ses données. C'est-à-dire qu'elle va devenir complètement autonome. Et ce qui les attend, c'est 2045. Et 2045, c'est à plus ou moins 5 ans. Donc ils auront quel âge? Ils auront 35 ans. Ce qu'on appelle la singularité technologique. C'est-à-dire une étape où, bien évidemment, et c'est une projection, mais on est bien, ce ne sont pas des bruits de couloir. C'est fondé bien sûr sur des raisonnements et sur les évolutions technologiques actuelles que l'on peut projeter. La singularité technologique, c'est l'esprit humain, la machine. Le numérique sera X fois beaucoup plus puissante et surtout aura dépassé les capacités de l'esprit humain. 2029, période intermédiaire, on estime que un ordinateur sera 1000 fois plus puissant qu'un cerveau humain. Ça, c'est ce qui les attend. Ce qui les attend aussi, vous le savez, et ce n'est pas le sédimentologue que je suis, puisque c'est ma spécialité en termes de géologue, c'est l'évolution du niveau marin, puisque nous sommes effectivement, comme vous le savez, dans une période de réélévation du niveau marin, ce qu'on appelle chez nous, pour nous, une transgression. C'est un fait. Ce qu'on ne sait pas, que mes collègues climatologues modélisent à 40 ou 50 ans, on va dire, moins, c'est vraiment l'intensité de cette variation. Mais elle va exister. Elle existe déjà, les conséquences, vous le voyez bien. Et l'impact, bien évidemment, ce sur quoi ils sont extrêmement sensibles, ces jeunes gens, l'impact que ça a évidemment sur la Terre.
Et ça, c'est des choses qu'ils vont vivre de plein fouet, que nous commençons déjà à vivre. Alors même si on prend le prétexte un petit peu quand même excessif, à mon avis, d'augmenter le prix du carburant juste sur cette raison. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un film catastrophe, mais pas à la vitesse dont on parle quand même. On parle bien de vitesse géologique. Même si on pense, et c'est certain, qu'il y a une accélération bien évidemment du phénomène à cause de l'action humaine. Et d'ailleurs, bienvenue dans l'Anthropocène, la limite, qui sera la nouvelle ère géologique, qui sera apparemment finalisée pour le prochain congrès géologique et qui va démarrer en juillet 1945 avec l'explosion de la première bombe atomique. Donc, vous imaginez un peu ce qui les attend? Et encore, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Donc, je pense que votre rôle et leur futur, c'est peut-être aussi à ce niveau-là, bien sûr, vous êtes des éducateurs, mais je crois qu'il va peut-être falloir aussi les aider à donner un sens à leur vie. Et je pense qu'à votre niveau, parce que en tant qu'enseignant, parce qu'après, bien sûr, il y a tout le reste, il y a les parents, il y a la société, tout ce qui est autour. Mais réussite, je pense que ça ne va pas toujours être évident pour eux. Parce que c'est clair, je ne suis pas sûr qu'il y ait une génération dans l'histoire humaine qui va subir ou qui a subi ou qui va subir ce qu'ils vont effectivement vivre dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, donc je propose qu'on remercie Jacques Durand pour son intervention, qui a bien lancé le débat.